Il n'avait jamais vu ça. Elle avait une volonté inébranlable, un caractère indomptable, c'est pour ça qu'on l'avait surnommée la Dame de Fer. Elle n'avait pas beaucoup de considération pour ses interlocuteurs, parce qu'elle pensait qu'ils étaient plus faibles qu'elle. Non seulement aucune femme n'avait jamais été Premier ministre en Grande-Bretagne, mais aucun Premier ministre avant Margaret Thatcher n'était parvenu à rester plus de 10 ans au pouvoir. Bien sûr, sur le chemin, elle n'a pas fait que des heureux. Over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. Mais c'est impressionnant de voir qu'après 10 ans de règne, elle n'avait rien perdu de la force de conviction de ses débuts. So long as the gap is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way. La recette de Margaret Thatcher pour prendre et conserver le pouvoir est simple, elle tient en une phrase. Il vaut mieux chercher le respect que la popularité. C'est simple, mais seulement sur le papier, car dans l'histoire, très peu d'hommes politiques ont eu le courage de l'appliquer. Au début des années 1970, le système politique britannique ronronnait. Un coup, les travaillistes étaient au pouvoir, le coup d'après, c'était les conservateurs, et dans cette valse, les partis et les politiciens qui les composent avaient fini par se ressembler. Mais lorsqu'elle prit la tête du Parti conservateur en 1975, Margaret Thatcher n'entendit pas se plier aux règles. Elle était persuadée que son parti avait tout à perdre à émousser ses convictions. La stratégie qu'elle utilisa pour conquérir le pouvoir fut donc celle de la polarisation. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. And we believe that everyone has the right to be unequal. Dans le contexte de la guerre froide, Thatcher entendait importer le conflit idéologique qui séparait le monde au sein de son propre pays. D'un côté, il y a ceux qui veulent que l'homme soit libre de prospérer, de l'autre, il y a ceux qui n'aspirent qu'à couper tout ce qui dépasse. Ainsi, dans son célèbre discours de Kensington en 1976, Thatcher accusa le gouvernement travailliste d'être l'idiot utile de l'URSS. Le premier devoir de tout gouvernement est de protéger son peuple contre les agressions extérieures pour garantir notre mode de vie. La question que nous devons maintenant nous poser est de savoir si le gouvernement actuel s'acquitte de ce devoir. Il démantèle notre défense à un moment où la menace stratégique que fait peser une puissance expansionniste sur la Grande-Bretagne et ses alliés est plus grave qu'à n'importe quel moment depuis la fin de la dernière guerre. Les militaires nous avertissent que l'équilibre stratégique penche contre l'OTAN et l'Occident. Mais les socialistes n'écoutent jamais. Ils ne semblent pas se rendre compte que les sous-marins et les missiles que les Russes construisent pourraient être destinés à être utilisés contre nous. Peut-être que certains membres du Parti travailliste pensent que nous sommes du même côté que les Russes. Avec ce discours, elle faisait entrer le jeu politique dans une nouvelle dimension. L'enjeu n'était plus de choisir entre deux partis finalement assez proches. L'enjeu était celui de la préservation de la tradition et du mode de vie du peuple britannique face à un ennemi extérieur qui s'était infiltré et qui commençait à prospérer à l'intérieur. Bien sûr, quand on joue à ce jeu de la polarisation, le risque est d'apparaître soi-même comme un extrémiste et de faire peur à une majorité des électeurs. C'est une brèche que les autorités soviétiques ont tenté d'exploiter en affublant Margaret Thatcher du surnom de Dame de Fer, mais elle a su réagir avec humour. I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown, my face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western world. Lorsque les électeurs se rendirent aux urnes en 1979, Margaret Thatcher avait atteint son but. Les électeurs étaient persuadés qu'il ne s'agissait pas d'une simple question d'alternance, mais bien de choisir le destin de leur pays. C'est ça la force de la stratégie de la polarisation, faire d'une élection un enjeu de civilisation. Le 4 mai 1979, Margaret Thatcher arrivait au pouvoir. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Alors qu'elle prit place dans son bureau de Downing Street, Margaret Thatcher décida de faire ce que pratiquement personne n'ose faire en politique, tenir parole.
Lorsqu'on arrive aux responsabilités, les forces convergent pour nous ramener vers le centre. La boussole du politique au pouvoir, c'est l'opinion. Et c'est pour cette raison qu'ils ne prennent que des demi-mesures, des embryons de décision. Mais ce n'est pas l'option que va choisir Margaret Thatcher. Lors de sa première intervention à la Chambre des communes, plutôt que de jouer la carte du rassemblement et de l'apaisement, elle réaffirme son combat. And enterprise and opportunity have become dirty words in the Labour Party because the opposition has allowed socialist ideology to blot out both common sense and the economic realities of life. Ainsi, dans les premiers mois de son mandat, Margaret Thatcher fait le choix de mettre en pratique son idéologie, c'est-à-dire le libéralisme le plus radical. Laisser à la libre entreprise le soin de régler les problèmes, diminuer au maximum les dépenses de l'État, focaliser le pouvoir public sur ses missions régaliennes, maintenir l'ordre à l'intérieur, se faire respecter à l'extérieur. Sur le terrain, cela suppose parfois d'abandonner des pans entiers de l'industrie si elles ne sont plus rentables. Ce qu'elle assume. C'est le devoir, oui, je dis bien le devoir de chaque industrie d'être gérée avec profit, et si cela n'est pas le cas, eh bien parfois il appartient au gouvernement de dire est-ce que vous avez un avenir? Si vous avez un avenir, nous vous aiderons pendant la période difficile. Autrement, il faut peu à peu fermer ces industries. Bien sûr, cela crée du chômage, de la colère, et les pressions augmentent pour qu'elle mette de l'eau dans son vin. Dans la presse, on commence à murmurer qu'elle va devoir faire demi-tour. Margaret Thatcher prend alors la parole. To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. Et elle réaffirme sa personnalité. The ladies not for turning. And I say that not only to you, but to our friends overseas as well, and also to those who are not our friends. Le problème, c'est que la force de caractère est loin d'être suffisante pour se faire réélire. Être ferme, c'est faire des mécontents, et le rôle de l'opposition est de capitaliser sur la colère. À la veille de l'élection générale de 1983, Thatcher peut très bien perdre. Elle resterait alors dans l'histoire comme une politicienne, certes originale, mais de seconde division. Et comme souvent, ce n'est pas tant le sens tactique, mais la capacité à rencontrer la grande histoire qui va faire la différence. En matière de politique étrangère, la Grande-Bretagne était encore traumatisée par l'affaire du canal de Suez. Souvenez-vous, en juillet 1956, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez contre les intérêts anglais et français. Les deux puissances font donc alliance, parachutent leurs troupes et en moins d'une semaine soumettent l'armée égyptienne. Mais alors qu'elle pensait pouvoir négocier en position de vainqueur, l'URSS entre dans la partie et menace la France et l'Angleterre d'une riposte nucléaire s'ils ne se replient pas. Les États-Unis, qui veulent éviter l'escalade, se rangent à la position soviétique. Pour la petite histoire, c'est à partir de ce moment que la France a accéléré le travail pour se doter de la dissuasion nucléaire. En tout cas, cette affaire marque la fin d'une époque. Pour en revenir à la Grande-Bretagne, à la veille de la crise dont nous allons parler, les politiques et les observateurs en sont persuadés, l'influence britannique dans le monde a vocation à s'amenuiser. Nous voici arrivés en avril 1982. À sa grande surprise, Thatcher apprend que des troupes argentines ont débarqué au Malouine avec pour objectif de conquérir le territoire. Sa première intuition est qu'il faut riposter. Il est hors de question qu'elle reste dans l'histoire comme le Premier ministre sous lequel le royaume a été amputé d'une partie de son territoire. Mais son chef d'état-major lui fait comprendre que la situation est compliquée. Cela prendra au minimum 3 semaines pour rassembler une force aéronavale capable de traverser l'Atlantique et une fois sur place, ils seront accueillis par un porte-avions, par des sous-marins et par des exocets, ces missiles vendus par les Français impossibles à intercepter. Est-elle vraiment prête à risquer de perdre un porte-avions, sans parler du fait que nous sommes en pleine guerre froide et chaque incident peut prendre des proportions incontrôlables? Est-ce bien raisonnable de tenter le diable à la veille des élections alors même que les réformes engagées lui font battre des records d'impopularité? Cette petite voix, c'est celle de la peur. Elle ne manque jamais d'arguments lorsqu'il s'agit de laver notre honneur ou de nous engager face à l'inconnu. Le propre des grands dirigeants, c'est de l'écouter moins souvent que les autres. C'est ce que fit Thatcher, et elle donna l'ordre d'attaquer. Comme prévu, les exocets sont redoutables, et le 4 mai, le Sheffield est coulé. Mais comme sous l'impulsion de Thatcher, la Grande-Bretagne avait attaqué au maximum de sa force, elle aura finalement le dessus. The commander of the operation has sent the following message. Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. Et c'est intéressant de voir que dans cette victoire totale, elle gardait la retenue nécessaire
à rappeler qui est le patron. Thank you very much. Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Good night, gentlemen. Devenir un grand dirigeant, c'est simple finalement. Développer des convictions fortes, appliquez-les. Vous rencontrerez des coups du sort, célébrez-les. Lorsque l'horizon s'assombrit, vous avez une occasion de rayonner. Vous rencontrerez des oppositions, des critiques. Parfois, vous aurez envie de reculer. Tenez bon, vous gagnerez quelque chose de bien plus précieux et de bien plus rare que la popularité, le respect.